Bonjour à toutes et à tous. RFI Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 18 novembre. Au sommaire de cette édition, la guerre en Ukraine. Joe Biden jette de l'huile sur le feu en autorisant les tirs de missiles en Russie. Telle est la réponse de Moscou après l'annonce hier du président américain de livrer à l'Ukraine des missiles de longue portée. Par ailleurs, dans ce journal, nous verrons que le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'est imposé ces dernières heures au G20 qui débute aujourd'hui au Brésil. Dans ce journal également, le niveau de la mer monte. Les îles Fidji en font les frais et le font savoir à la COP29 qui se déroule en ce moment en Azerbaïdjan. Sur le continent africain, les élections législatives au Sénégal, le parti au pouvoir, le PASTEF, revendique une large victoire. Et puis enfin, les tracteurs seront sur les routes. Mobilisation des agriculteurs français aujourd'hui. Témoignage à suivre dès le début du journal. Voilà pour les titres. Mais tout d'abord, se nourrir, manger tous les jours à sa faim. Lula profite du G20 pour créer ce qu'il appelle l'Alliance globale contre la faim. Pour le président brésilien, cette alliance voit le jour au G20, mais elle est mondiale. Elle compte déjà 80 pays. Elle a pour but d'éradiquer, de supprimer, dit-il, cette plaie, cette blessure qui fait honte à l'humanité, le fait d'avoir faim. Ce sont les mots il y a quelques heures de Lula devant les chefs d'État et de gouvernement réunis à Rio pour cette réunion internationale qui rassemble les plus grandes puissances économiques de la planète. Pression sur le G20 venue également des agriculteurs français. Ils sont de nouveau sur les routes du pays. Plus de 80 rassemblements sont prévus jusqu'à demain, mardi, un peu partout en France, à l'appel des deux principaux syndicats agricoles, la FNSEA, les jeunes agriculteurs. D'après eux, toutes les promesses de l'hiver dernier n'ont pas été concrétisées. Les récoltes de l'année ont été mauvaises. Et puis il y a l'opposition au Mercosur, le traité de libre-échange négocié avec 5 pays d'Amérique latine qui est débattu en ce moment même au G20. Les agriculteurs veulent maintenir la pression, à l'instar de Gaëtan Dufresnoy, agriculteur dans le département de la Somme. Du coup, on recouvre les panneaux de nos villages pour dénoncer le traité qui est en cours de négociation. On espère qu'il ne sera pas signé, mais bon, c'est surtout la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que c'est dans la continuité de l'action de l'année dernière qui n'a rien abouti. Donc on continue les actions pour essayer d'obtenir des réponses et des choses concrètes, mais du revenu. Du concret. Du concret, du revenu. Propos recueillis par notre reporter Nicolas Feldman dans le département de la Somme. Le président français est lui à Rio. Emmanuel Macron est au G20. Le chef de l'État a rappelé que la France ne signerait pas le traité en l'état. Traité donc de libre-échange avec des pays d'Amérique du Sud. Notons 2 absents pour ce G20. Le président russe, Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt, d'un ordre d'arrestation venu de la Cour pénale internationale. Et puis Donald Trump aussi est absent. Il n'est pas encore le représentant officiel des États-Unis. Nous accueillons dans ce journal Carlotta Morteo. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, parmi les différents sujets abordés au G20, un sujet est remonté tout en haut de la pile des dossiers, la guerre en Ukraine, puisque Joe Biden, je vous le disais dans les titres, a créé la surprise hier soir en annonçant l'envoi à l'Ukraine de missiles à longue portée pour frapper le territoire russe. Oui, cette annonce fait beaucoup réagir. En Russie, tout d'abord, le porte-parole du Kremlin a estimé que les États-Unis mettaient, je cite, de l'huile sur le feu, que ça constituait une forme d'escalade, et il a rappelé que Vladimir Poutine considérait des frappes menées sur le sol russe avec des armes américaines comme une implication directe de l'OTAN dans le conflit. À 3 mois de son départ de la Maison-Blanche, Joe Biden appelle ce matin, depuis Rio,
Rio les dirigeants du G20 à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais on le sait, les BRICS sont très divisés, ces pays du Sud global comme on dit, et les Européens eux-mêmes ne sont pas sur la même ligne. La Pologne estime que le feu vert américain à l'utilisation par Kiev d'armes de longue portée est nécessaire. Je cite, c'est un moment potentiellement décisif, a déclaré le président polonais Andrzej Duda, tandis que le premier ministre hongrois, Viktor Orban, proche de Moscou et de Donald Trump, a qualifié cette décision américaine d'extrêmement dangereuse. Quant à la livraison de missiles longue portée de fabrication européenne, eh bien, le chancelier allemand Olaf Scholz a répété qu'il ne livrera pas de missiles Taurus, même son de cloche en Italie, alors que pour la France, c'est une option qui reste ouverte, Adrien. Merci beaucoup Carlotta Morteo dans votre journal En français facile. Alors, la décision d'autoriser l'armée ukrainienne à utiliser les missiles de longue portée américaines, eh bien pour des frappes en profondeur, est un changement majeur de la part des États-Unis dans leur soutien à l'Ukraine. Une décision qui intervient alors que Moscou continue de bombarder massivement et tous les jours l'Ukraine. Alors le recours à ces missiles par l'Ukraine peut-il avoir une incidence sur le front ? Que peut-il changer dans cette guerre ? Écoutez la réponse de Xavier Titelman. Il est ancien aviateur militaire et consultant en aéronautique. Ça s'est vu une première fois. Au mois de mai dernier, quand la Russie a attaqué sur l'oblast de Kharkiv, les Ukrainiens ont, au bout de quelques semaines de souffrance, eu l'autorisation d'utiliser les armes américaines et occidentales contre le territoire russe. Et l'offensive russe s'est effondrée en quelques jours. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus la logistique, ils n'avaient plus les systèmes, ils ne pouvaient plus bombarder comme ils le souhaitaient. Et donc ça s'est effondré. Et le simple fait d'avoir pu le faire pendant quelques semaines, juste sur une zone localisée, on a vu l'effet que ça pouvait donner. Si les Ukrainiens peuvent le faire sur la totalité du front, on peut espérer un même résultat. Mais la seule limite, ça va être évidemment le nombre de missiles qui vont être disponibles. On ne sait pas combien il en reste, on ne sait pas combien ils peuvent en utiliser. Mais s'ils ont la même puissance de feu que ce qu'ils ont eu sur juste la zone au nord de Kharkiv, sur la totalité du front, oui, on attend quand même des résultats qui seront intéressants. Ça renversera pas le front, mais ça sauvera des vies, c'est une certitude. Xavier Titelman au téléphone à la mi-journée avec Anne Kantner. Le journal En français facile. Venons-en à cette conférence internationale sur le climat qui se déroule en ce moment en Azerbaïdjan. La COP29 entre dans la dernière ligne droite. Deuxième semaine de négociations dont l'enjeu cette année, je vous le rappelle, est de réévaluer à la hausse le montant des financements à destination des pays en développement. Discussion suivie de près par des dizaines de milliers de jeunes militants pour le climat autour de la planète. À Bakou, cette journée est notamment suivie par une habitante venue des Fidji. Car aux Fidji, d'où elle vient, Varinese Matenogra, eh bien les conséquences du réchauffement climatique sont quotidiennes. Il y a beaucoup de problèmes associés aux conséquences du changement climatique. Le principal, c'est l'élévation du niveau de la mer. Notre île est littéralement en train de couler. C'est pareil pour nos voisins, les îles de Tuvalu, de Kiribati. On se noie. Chez moi, certains villages ont dû être déplacés. Des personnes ont dû déménager à cause de la montée des eaux. C'est un sujet très émouvant pour nous. C'est très triste. Vous savez, avec les catastrophes qui nous frappent sans répit, cela nous anéantit. Nous sommes très attachés à notre océan, nous sommes très attachés à notre terre, pas seulement physiquement, mais spirituellement et culturellement aussi. Ça fait partie de nous. Et quand je vois ces discussions, ces négociations, ces gens influents qui ont un jargon qu'on ne comprend même pas, on regarde les accords qu'ils ont conclus et ils ne font pas leur part, ils ne font pas ce qu'ils disent. Et pour nous, on regarde notre futur, on regarde nos enfants, on regarde nos petits-enfants. Ils ne sont pas encore nés, ils n'ont pas encore de voix, mais on espère, nous, parler en leur nom et les aider. Le témoignage de cette habitante des Fidji, propos recueillis par Élodie Goulesque. Et puis enfin au Sénégal, les nouvelles autorités arrivées au pouvoir en mars dernier devraient remporter leur pari. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui a choisi de dissoudre l'Assemblée, de convoquer de nouvelles élections afin de décrocher une majorité pour faire appliquer son programme, est en train d'y arriver. Les résultats officiels proviennent
provisoires ne seront publiés que demain, mais les principaux opposants ont d'ores et déjà reconnu la victoire du PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal. Ainsi se referme ce journal. À demain pour une nouvelle édition.